Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Top Sécu d'Anews Sécurité. L'émission Top Sécu qui met en avant les fondateurs, les dirigeants d'entreprises et d'entreprises souvent françaises. Voilà, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter sur ce plateau des dirigeants d'entreprises dans des secteurs différents, mais qui ont tous un point commun, tous les deux un point commun, la confiance. La confiance auprès de leurs clients, de leurs partenaires, mais également de leurs collaborateurs. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Leblond. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Thierry Leblond, vous êtes cofondateur et président de la société SIL, une entreprise innovante spécialisée dans le développement agile de logiciels sur mesure en mode web. On le détaillera plus longuement tout à l'heure, mais en gros, ces solutions qui sont développées sont là pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données dans le cloud. Sabrina Rasto, bonjour. Bonjour Virginie. Et Sabrina, j'ai également le grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Vous êtes la présidente de Verspective. Verspective étant une société d'audit, d'installation, intégration et de maintenance. Tout à fait. Voilà, alors comme je le disais, un point commun pour ces deux dirigeants d'entreprise, la confiance, et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission. On va commencer par vous, Thierry. Alors Thierry, vous avez démarré, créé cette entreprise en 2014, mais ce n'était pas le début de votre carrière. Vous aviez déjà une bonne expérience, une expérience de 30 ans dans le domaine militaire, au sein du ministère de l'Intérieur et en tant que DSI dans des grands groupes. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu justement cette période ? Oui, comme vous l'avez dit, Virginie, je suis ingénieur de l'armement, ingénieur général de l'armement. J'ai passé la plus grande partie de ma vie professionnelle, d'une part au ministère des Armées, où j'ai occupé des fonctions, notamment des fonctions de gouvernance de systèmes d'information pour le compte du ministère des Armées, au sein d'une structure qui s'appelle la DGNUM aujourd'hui. Et puis j'ai également, pour le compte du ministère de l'Intérieur, notamment la préfecture de police, dirigé le plan de vidéoprotection pour Paris, c'est-à-dire le projet qui a déployé tout le système d'information et les caméras qui aujourd'hui assurent la sécurité de la ville. C'était en 2010 à peu près, hein, de mémoire. Voilà. Très bien, très bien. Et à l'époque, lorsque vous aviez ces fonctions, vous vous êtes rendu compte, vous gériez des dossiers sur les grands choix d'architecture et il y a eu des choix qui ont été faits, dont le choix de Microsoft pour équiper le système d'information des armées, justement, lorsque vous y étiez. Une certaine frustration, je crois, à l'époque. Oui, je pense qu'on peut parler effectivement d'une frustration. D'ailleurs, je n'ai jamais caché que, de mon point de vue, on avait sûrement loupé un virage important vis-à-vis du logiciel libre qui était en cours à l'époque de déploiement de façon stratégique au sein de la gendarmerie, et qui aurait été un choix probablement plus pertinent, on va dire, pour assurer les standards généraux et puis pour aussi préserver la souveraineté de notre système d'information au niveau global. Et puis également, on a d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui ont un très haut niveau de compétences en matière de systèmes d'information, en matière de logiciels et d'informatique. Et c'est également un enjeu d'emploi au niveau de notre pays. Alors justement, partie de ceci, de cette réflexion, vous avez fait la rencontre de jeunes qui sortaient d'école, dont votre fils, de l'école EPICA, pour la nommer, l'école pour l'informatique et les techniques avancées, une école d'ingénieurs. Et là, vous avez décidé de créer l'entreprise SIL. Alors c'est un petit peu particulier en fait, c'est toujours un concours de circonstances, la création d'une entreprise, je trouve. En fait, quand j'ai terminé le plan de vidéoprotection pour Paris, j'ai pas trouvé d'opportunité professionnelle qui me permettait de rebondir de façon intéressante. Et j'ai créé cette société parce que j'avais envie de continuer à faire des choses intéressantes. Les choses se sont présentées, on parle de la confiance, précisément dans le prolongement de mes relations professionnelles passées sur deux systèmes qui devaient être développés. D'une part, le système qui gère la maintenance des radars de vitesse du ministère de l'Intérieur et deuxièmement, le système d'information des étrangers en France
Et nous étions en train de développer des solutions innovantes dans le cadre de notre statut de jeune entreprise innovante pour concevoir des architectures sécurisées pour ces systèmes. Voilà, alors on va y venir justement après. Je me tourne vers vous, Sabrina. Alors vous, un parcours complètement différent, parce que vous n'êtes pas issue de la sécurité. Pas du tout. Je crois que vous avez plutôt, au départ, vous aviez un cursus davantage financier, quelque part. Tout à fait. J'ai un master en finance. Je me suis dirigée dans ce domaine pendant de nombreuses années. Et il y a eu un tournant où je commençais à me poser des questions, à avoir envie aussi de changement, d'innovation. Et j'ai eu l'opportunité, totalement par hasard, par mon entourage, d'intégrer ce domaine. Et je l'ai choisi puisque c'est un domaine innovant, en perpétuelle évolution, avec des perspectives qui sont sans fin et intellectuellement très intéressantes. Et donc voilà, j'ai choisi de me réorienter il y a quelques années dans ce domaine. Et voilà, donc je dirige aujourd'hui cette entreprise. Alors, vous dirigez cette entreprise, mais lorsqu'on préparait l'émission, vous l'avez dit, vous avez mis les mains dans le cambouis quand même. Oui, parce que quand on ne vient pas de la technique, enfin je venais de la technique financière, ce qui n'a rien à voir, j'ai voulu apprendre le métier. Donc on lit, on se forme. Je viens d'un domaine à la base très professionnalisé, avec une formation continue obligatoire, et j'arrive dans le domaine de la sûreté-sécurité où il n'y a pas vraiment de cadre très précis, avec des obligations de formation, etc. Donc je me suis auto-formée et sur le terrain, et puis en théorie par certaines formations. Et voilà, parce que j'ai besoin de maîtriser le secteur, le domaine, le métier. Voilà, alors vous êtes formé, vous dirigez aujourd'hui une entreprise qui a 30 ans d'existence, je crois. Voilà, une très vieille entreprise française qui rayonnait de façon très locale et historique en Île-de-France. Et on a réorienté la stratégie de l'entreprise il y a à peu près 1 an et demi pour se mettre sur des marchés un petit peu différents. On a certifié aussi nos techniciens un certain nombre de systèmes pour continuer notre croissance. Parce qu'on a des ambitions assez fortes. Une femme qui devient chef d'entreprise dans ce milieu très masculin, comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Les mœurs sont évoluées. Il y a encore un peu de travail. C'est vrai que la représentation ou la parité féminine, elle n'est pas encore là, mais ça avance. Ça avance. Et on lutte pour. Très bien. Vous avez repris cette entreprise, une PME, comme vous le disiez, qui était très locale au départ. Aujourd'hui, un chiffre d'affaires assez conséquent, avec une progression très intéressante, plus de 30% en 2022. C'est ça. Un chiffre d'affaires d'environ 1,9 million. Voilà, on avoisine les 2 millions. L'idée, c'est qu'on est parti d'assez loin. C'est une toute petite entreprise. Et donc, l'idée, c'est de continuer cette croissance à 2 chiffres et de doubler tous ces chiffres-là dans les années qui viennent pour aller vite, parce qu'il y a beaucoup de travail et qu'on a surtout des équipes formidables en interne avec des compétences historiques et un état d'esprit incroyable qui permettra ce développement. Voilà, avec une petite équipe, comme vous le disiez, puisque vous êtes 9 salariés, une dizaine de salariés. Voilà. On est en train de recruter, mais c'est pas facile. Alors, Thierry, donc une entreprise beaucoup plus récente, comme on le disait, un chiffre d'affaires qui avoisine les 1 million d'euros, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça, oui. Avec un effectif aujourd'hui d'une 20aine de personnes. Oui. Voilà, et une progression également annuelle de 20% à peu près. Oui, c'est difficile à dire parce qu'en fait, mais on peut dire effectivement que l'ordre de grandeur, c'est 20%. Très bien, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et vous l'expliquiez très bien, vous êtes parti de projets. Alors j'aimerais bien que vous reveniez sur ces projets, parce que vous avez parlé effectivement de cette concession du système d'information des étrangers en France, mais vous avez dit que ce n'était pas votre premier projet. J'aimerais bien que vous reparliez un petit peu de quoi vous êtes parti au tout début, parce que c'est anecdotique, mais en même temps très intéressant. Oui. Alors oui, effectivement. En fait, il y a 2 aspects dans ce qu'on fait. Le premier aspect, c'est la transformation numérique des process. Donc ça, c'était notre métier initial. Et puis le deuxième aspect, c'est l'édition logicielle autour de la cyberprotection des données, qui est le deuxième métier qu'on va aborder après. Sur la première partie, on a démarré comme jeune entreprise innovante, et comme on sait, il faut toujours présenter un rescrit à l'administration pour obtenir le statut de jeune entreprise innovante. Et notre projet s'est fait sur la gestion des chauves-souris en France, avec le Muséum national d'histoire naturelle, le projet Viginature,
qui nous a demandé de concevoir un système et on a utilisé en fait ce partenariat avec le muséum pour concevoir en fait des architectures sécurisées qui permettent la gestion de ce type de système. Et quand le projet des étrangers en France, le système d'information des étrangers en France, qui a commencé par la réforme du droit d'asile, hein, on s'en souvient, il y a eu une forte pression à un moment donné, on nous a donné quelques mois pour réaliser un système qui est déployé dans les préfectures. Et donc nous avions cette architecture qu'on a simplement reprise et qu'on a adaptée aux besoins du système d'information qui aujourd'hui est le système d'information des étrangers en France, de la Direction générale des étrangers en France. Très intéressant. Alors on le voit, hein, ces systèmes de partage aussi de données, justement, et c'est là, vous avez cette réflexion d'ingénieur parce que vous êtes ingénieur, mais vous êtes entouré d'ingénieurs, et vous vous dites, est-ce que c'est bien logique finalement que tous ces systèmes centraux qui sont hébergés sur le web, quelque part, on ne sait pas où vont ces données, sont-elles bien sécures, et comment est-ce qu'on fait pour aller vers un concept numérique de souveraineté numérique? Oui, effectivement. Alors, je dirais que... je ne viens pas de la finance, contrairement à Sabrina. Moi, je suis ingénieur de formation et on raisonne technique. Et en général, quand on fait des systèmes innovants, on part d'un problème et on essaie de résoudre le problème. Nous, ça s'est fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on a une intuition technique autour du sujet de la souveraineté et de la maîtrise de la data, en disant, c'est pas normal qu'aujourd'hui, toute l'architecture d'Internet et des systèmes d'information soit organisée autour de serveurs centraux dont l'administrateur où l'infogéreur a accès aux données. Donc il y a peut-être quelque chose à faire pour rapprocher la sécurité de l'utilisateur et faire en sorte que tout ce qui sort du poste de travail soit plus du tout accessible par un tiers. Donc c'est en fait la question qu'on s'est posée. Et deuxième aspect, il y a le cloud qui est en train de se répandre, l'Internet qui devient le réseau d'entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces outils de telle sorte qu'on puisse les utiliser de façon sécurisée, alors qu'en fait, ils inquiètent tout le monde du point de vue de la sécurité. On est d'accord. Et souvent, justement, pour les personnes qui maîtrisent moins le vocabulaire technique et les éléments techniques que vous utilisez, souvent, eh bien, vous dites, il faut savoir qui a la clé. Oui, alors c'est effectivement la clé. C'est la bonne question, effectivement, à laquelle on est arrivé. Et alors, curieusement, on a eu l'intuition technique avant d'avoir la formulation de la question évidente, qui pourtant est évidente, mais comme tout ce qui est simple et compliqué à trouver, qui possède la clé de mes données? Et ça, c'est effectivement la question clé qui fait que dans un cas, je suis souverain et dans l'autre cas, je ne suis pas souverain. Voilà. Et alors la question confiance, souveraineté... Où est le curseur? Alors, effectivement, souvent, on entend dire faut-il faire un cloud de confiance, faut-il faire un cloud souverain. En fait, le problème n'est pas celui, de mon point de vue, n'est pas celui du cloud de confiance ou du cloud souverain. Le problème est celui du numérique de confiance ou du numérique souverain. Alors, je vais faire une petite distinguo entre les deux. Le numérique, en fait, on se rend compte que la plupart des systèmes de sécurité consistent à donner la confiance à un tiers. Donc le numérique de confiance, c'est je vous donne mes clés et je vous fais confiance. C'est ça. Le numérique souverain, c'est je maîtrise mes clés et je ne fais confiance à personne. Donc c'est là où on va trouver des concepts forts qui sont en train d'arriver aujourd'hui, qui sont des concepts de zéro trust et de zéro knowledge. On y reviendra peut-être. Alors, je vous en prie, développez justement le zéro trust. Alors effectivement, le zéro trust est un concept qui est aujourd'hui en train de se répandre. En fait, d'ailleurs, il y a un certain nombre de standards, notamment américains, et des stratégies également qui sont en train d'arriver, qui consistent à dire never trust, always verify, ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Donc ça, c'est le premier principe, et ça renvoie à la question de qui possède la clé. Alors dans le cas des technologies qu'on développe autour de Parsec, c'est la réponse qu'on apporte, c'est personne. Vous êtes le seul à posséder la clé de vos données. Voilà. Ça, c'est la problématique de la confiance autour du zéro trust. Et la deuxième problématique, c'est la problématique de l'étanchéité et du cloisonnement de la data autour de mécanismes de crypto. C'est ce qu'on appelle le zéro knowledge. Voilà. Et là, on va justement cloisonner ces données dans des enclaves crypto qui ne sont accessibles qu'avec des clés personnelles qui sont nos clés personnelles. Ce qui fait qu'un tiers n'a pas accès et donc il n'y a plus de problématique de tiers de confiance. On est d'accord. Donc, faire attention à qui on donne ses clés et surtout garder les clés quelque part. Donc, effectivement, là, on est sur la partie souveraine. Mais la confiance est également importante. Alors,
comme je le disais en préambule, auprès des partenaires, des clients, mais également de ses propres collaborateurs. Et je sais que c'est un point qui est essentiel au sein, et c'est votre ADN au sein de l'entreprise. C'est l'ADN de l'entreprise, effectivement, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'installateur, intégrateur et mainteneur, on travaille aujourd'hui avec des métiers connexes, avec des interlocuteurs différents sur des problématiques assez larges. Donc multimarque, multiproduit, donc on a une vision très globale pour apporter une solution sur mesure. Et dans ce cadre-là, on ne travaille pas tout seul. Donc il y a les clients. Donc les clients, il faut gagner leur confiance, il faut prouver qu'on est sérieux, qu'on tient nos engagements. Donc ça, c'est un mot d'ordre au sein de l'entreprise. Ce n'est pas toujours simple, on n'est pas parfait, mais on met tout en œuvre pour. Et en parallèle, il y a aussi nos partenaires, donc qui sont divers et variés, mais notamment nos fournisseurs, nos fabricants. Et donc en fait, et après c'est une chaîne, hein, c'est un cercle où les collaborateurs sont au cœur aussi de ce cercle, puisque la confiance, elle est multiple, elle se gagne. Et puis, il faut que ce soit périn dans le temps. Donc voilà, c'est un état d'esprit, c'est une bienveillance, et c'est un cap à donner aux gens et qu'on essaye de faire au mieux. Alors, confiance, on y revient, très important. Vos forces également, vous le dites, hein, c'est la réactivité et la connaissance des métiers. C'est ça. On est une petite PME, donc on a encore la chance d'être très réactif. On connaît bien nos clients, très très bien nos clients. On connaît aussi très très bien nos fabricants. Donc voilà, c'est du réseau, c'est de l'humain avant tout. Hein. On est dans un métier d'humain. Oui. Même si en fait, c'est les machines, la technologie ou la technique au service de l'homme. Donc c'est quand même l'homme avant tout. Et donc c'est important de ne pas l'oublier. Et dans notre quotidien, c'est le cap. La confiance, la transparence. Vous parlez aussi beaucoup de transparence, Thierry. Oui, alors c'est vrai que, alors après, moi j'ai toujours tendance à revenir à la technique. Donc si on parle de transparence en matière de technique, par exemple, les choix qu'on a faits, c'est l'open source. Hein. Typiquement, le code est totalement accessible par tout le monde, puisqu'en matière de sécurité dans notre domaine, il faut bien comprendre qu'on s'appuie sur un principe qui s'appelle le principe de Kerckhoff, vous irez voir sur Wikipédia, qui consiste à dire que c'est le secret de la clé qui fait la sécurité, mais ce n'est pas le secret de l'algorithme. Donc ça, c'est la transparence. Et également transparence en matière de management, comme disait Sabrina. Je pense que dans notre entreprise, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Alors c'est aussi la valeur des petites entreprises également à taille humaine. Bien sûr. Alors, vous êtes un ingénieur, la directive NIS 2, vous la connaissez par cœur et vous aviez un message à faire passer parce qu'on voit qu'aujourd'hui, justement, vous vous intéressez plus particulièrement à certains marchés parce que, justement, elle arrive, cette directive. Pouvez-vous en parler un petit peu ? Oui, alors c'est vrai qu'il faut se mettre dans un paysage où l'Europe, l'Union européenne est en train de renforcer sa gouvernance en matière de sécurité des systèmes d'information et des données. Donc on a vu arriver en 2018 le RGPD, le Règlement général de protection des données, et là on va voir arriver en 2024 la directive NIS 2, notamment ce qu'on appelle le Cyber Resilience Act, CRA, le Cyber Resilience Act, qui va en fait, alors si je peux faire une comparaison, mais peut-être que c'est juridiquement à démontrer plus tard, à une époque, quand quelqu'un tombait d'un échafaudage, c'était la faute à pas de chance. Et puis un jour, la responsabilité du chef d'entreprise est arrivée et c'était devenu sa responsabilité. Et bien là, c'est exactement pareil, ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes attaqué du point de vue cyber, c'est la faute à pas de chance. Et bien demain, ça sera la responsabilité du chef d'entreprise. Responsabilité du chef d'entreprise ou bien des élus. Ou des acteurs au niveau des collectivités peut-être aussi, parce qu'on le voit bien hein, au regard de l'actualité qu'aujourd'hui les collectivités ont peut-être également beaucoup à s'inquiéter des attaques cyber. Alors effectivement, les attaques cyber concernent tout le monde, et les collectivités en particulier, ou les établissements de santé également. Et on se rend compte que, en fait, parfois, vu des petites structures, c'est assez angoissant, parce qu'en fait, ils ne savent pas par quel bout prendre la sécurité. Alors, ils sont aidés par des conseils qui les orientent. Mais le sujet, en fait, ça va être de leur dire, est-ce qu'il n'y a pas 80% du problème de la protection de vos datas qui ne peuvent pas être traités par le simple téléchargement d'un logiciel sur le poste de travail. Et on va, nous, se positionner sur des segments comme cela, en apportant, en fait, une solution à bas prix. Hein, c'est-à-dire, en gros, l'idée générale, c'est de dire, aujourd'hui, vous payez tant pour le stockage, pourquoi vous ne paieriez pas exactement le même prix pour en plus avoir une fonction Zero Trust qui vous met à l'abri du chiffrement de vos données. Alors effectivement, c'est très intéressant parce que souvent on se dit oui, mais on ne va pas pouvoir protéger, c'est trop cher, voilà, ou on va faire
un entre-deux. Et votre message est clair. Vous dites que votre offre est adaptée en fonction de la taille de l'organisation. Ouais. Alors oui, on a vraiment itéré beaucoup avec l'administration pour y arriver. Il faut bien comprendre qu'une solution comme celle-ci, elle arrive soit parce qu'il y a des investissements privés, soit parce qu'il y a des aides publiques. Aujourd'hui, en France, on a un dispositif d'innovation qui est, faut le dire, quand même assez extraordinaire et qui nous aide beaucoup à la mise au point. Et en discutant avec les utilisateurs, on se rend compte qu'il y a un créneau à peu près au niveau... Enfin, on sait à peu près combien ils sont prêts à payer ce type de solution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en mesure d'apporter des offres extrêmement intéressantes financièrement pour des très petites structures qui ont juste une décision à prendre, c'est d'installer un logiciel sur leur poste de travail, point final. Voilà. Alors, vous parliez des établissements de santé. Une bonne nouvelle, vous venez d'être référencé à la CAIH, qui est la centrale d'achat de l'informatique hospitalière. C'est un secteur d'activité également sur lequel, aujourd'hui, vous allez et vous êtes reconnu, puisque vous êtes référencé. Alors oui, c'est pas facile d'être référencé sur ce genre de marché, je vais le préciser, parce qu'en fait, ils nous disent... Non, mais d'abord, vous nous prouvez que vous avez une commande et ensuite, vous êtes référencé. Donc, en fait, il faut... Et nous, on n'a pas de force commerciale. Clairement, on laisse les clients venir à nous. Donc, un jour, on a un hôpital qui nous a téléphoné en nous disant « On a découvert votre solution par l'Agence nationale de sécurité et système d'information, puisque c'est certifié par l'ANSSI. Et on l'a essayé et on l'aime bien et on voudrait vous l'acheter. » Et par contre, dans les hôpitaux, il n'y a pas forcément beaucoup d'argent disponible. Et donc, ils nous ont dit, en gros, quel budget ils avaient à y consacrer. Et ça nous a aidé, justement, à marketer et à identifier, en fait, le besoin en termes de prix. Donc, on a, en fait, imaginé, en discutant avec la CAIH, quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on va, à l'utilisateur, proposer des niveaux de réduction. Alors je les cite, c'est 55% par rapport au prix public, sur des très petites structures, qui fait que plus la structure va grossir, plus le prix va se rapprocher du prix public. Mais au départ, quand on est tout petit, quand on est une organisation de 25 personnes, on est sur... une grande adaptabilité en matière d'équipement et de tarifs surtout. Alors, on parle beaucoup d'IT sur ce plateau aujourd'hui, Sabrina. Alors, l'IT, effectivement, c'est pareil, dans le domaine de la sécurité technique qui devient électronique et qui est rattaché au numérique. Technologique. Et voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu aussi un sujet qui vous préoccupe beaucoup, sur lequel vous vous penchez énormément et qui est proche qui dit numérique, qui dit effectivement, vous tenez compte aussi de ces attaques et de la cyber aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Effectivement, notre métier de base qui est très technique, on fait de l'installation, du maquettage, donc c'est quand même très technique, devient de plus en plus technologique. Et donc, on va rejoindre des problématiques de sécurité de données, numérique, cloud. Il y a des tendances aujourd'hui de marché qui vont vers des solutions full cloud. On parle d'intelligence artificielle, mais il y a de la sécurité derrière. Aujourd'hui, nos interlocuteurs sont beaucoup IT, parce qu'on installe des réseaux parallèles au réseau client, mais à un moment donné, ça communique ou non en fonction des problématiques. Et donc, on doit former nos équipes à ces évolutions pour parler le même langage, bien se comprendre, intégrer les enjeux clients et surtout avec ce devoir de conseil, de dire attention. Alors, notre métier, ce n'est pas la cyber pure, mais on s'y connaît, on a été formés. Donc, prenez contact avec les gens compétents, mais d'avoir une approche dans notre globalité de diagnostic, on va dire, d'avoir ces compétences-là qui évoluent en permanence. Voilà, un élément essentiel, et vous le dites, aujourd'hui tout est sur IP, tout est numérique, donc on est obligé effectivement d'en tenir compte. Alors demain, alors on le voit, la formation, vous en avez parlé, vous allez de plus en plus former donc vos collaborateurs et vous-même, vous le disiez tout à l'heure, sur ces enjeux cyber. Une croissance également assez conséquente, des objectifs importants. Oui, on a des ambitions fortes, parce qu'on est une équipe dynamique. Et donc voilà, les enjeux des 3 à 5 prochaines années sont très ambitieuses. Et sur les offres, vous allez également... Alors sur les offres, on les fait évoluer au fur et à mesure. D'un point de vue stratégique, on se positionne sur des marchés beaucoup plus gros que ce qu'on le faisait avant. Donc c'est vrai qu'on a une force de frappe par rapport à notre taille, qui est avec des références clients qui commencent à être plutôt sympas et upgradées en termes de compétences. Et donc du coup, c'est le sens de l'histoire, de continuer à aller vers de l'IT et des solutions numériques et technologiques qui sont vraiment connexes à notre métier de base, qui est très technique, physiquement, je parle.
Donc on travaille avec ça aussi. Nous, on est en permanence en veille marché pour aller chercher des fabricants, des solutions innovantes, sécures, qu'on va pouvoir pousser auprès de nos clients en fonction de leurs problématiques. Thierry, un dernier mot justement sur cette évolution de SIL demain. Comment vous voyez vous-même le marché et comment vous avancez? Quelles sont vos perspectives pour demain? On peut dire qu'on a franchi une étape importante l'année dernière. Alors déjà, le système est totalement opérationnel et déployé, donc on a un grand compte client de l'administration qui nous a fait confiance. Et donc, en fait, on a des revenus récurrents qui commencent à être assurés maintenant pour couvrir, en fait, la majeure partie de la recherche et développement. Donc maintenant, le développement va se faire autour d'une stratégie autour de segmentation sur un certain nombre d'ex-produits. Donc, on a cité le monde de la santé, on a situé le monde des collectivités territoriales. Il y a à peu près 7 axes produits. Alors, on n'aura peut-être pas la force pour les couvrir tous au départ, parce qu'en fait, on est autofinancé, on n'a pas ouvert notre capital. Et on le fera à la vitesse qui est celle de nos moyens. De belles perspectives pour tous les deux, on le voit avec cette confiance qui est le socle pour vous deux, pour vos clients, pour vos partenaires, pour vos collaborateurs, et vous insistez bien sur cet aspect humain effectivement. Je vous remercie à tous les deux d'avoir accepté de venir sur le plateau de Top Sécu. Merci à vous tous et à très bientôt pour une autre émission Top Sécu.